cette deuxième session parle de langue de séfarade, des juifs séfarades à l'Empire ottoman. Et c'est ce qui est très intéressant et que je dois présenter maintenant à des gens qui n'ont pas besoin d'être présentés. C'est ce qui fait mon boulot beaucoup plus facile. Et donc, la première intervenante est Marie-Christine Varol, professeure émérite de judéo-espagnol à INALCO. Elle travaille maintenant sur une base de données nommée Aliento, sur échange de sagesse en Méditerranée au Moyen-Âge, ainsi que dans la préparation d'une anthologie bilingue de la littérature judéo-espagnole d'Orient dans le cadre de l'ANER. Elle y traite langue juive en tradition, dirigée par Arnaud Bicot. Et donc, sa présentation est Lexical Creation and Innovation in Eastern Judeo-Spanish. Ah oui, mais j'ai parlé français. Alors c'est pas très rigolo, mais je vais vous parler d'un autre judéo-espagnol qui est le judéo-espagnol d'Orient, c'est-à-dire de l'ex-empire ottoman, qui partage les mêmes sources que la Haketiya dont Lynn Amselem vous a parlé, mais que l'on appelle, qui n'a pas de nom arrêté, contrairement à la Haketiya, qu'on appelle souvent ladino, judeo ou judaismo. Alors c'est une langue qui s'est développée dans les pays de dans les communautés de l'ex-empire ottoman, de son côté, pendant 532 ans cette année. Et mes études précédentes portaient sur des entretiens enregistrés très nombreux au sein de la communauté judéo-espagnole d'Istanbul entre les années 80 et 90. J'ai voulu revoir 30 ans plus tard ce que le judéo-espagnol, dont on annonce la mort imminente depuis 1890, était devenu. Bon, alors bien évidemment, les communautés judéo-espagnoles se sont beaucoup réduites. Les plus âgés de mes interlocuteurs ont disparu, ainsi que les membres de la communauté qui s'intéressaient le plus au judéo-espagnol et à sa littérature. La jeune génération ne le connaît pratiquement pas. Mais même si ces signaux d'existence sont faibles, le judéo-espagnol continue tout de même de se parler, de s'entendre, ne serait-ce que dans des pièces de théâtre et leur représentation. Alors là, vraiment, ça fait le lien avec la communication qui précède et les conversations privées en Turquie, notamment, où la communauté, bien que très réduite, aujourd'hui, reste le seul lieu d'échange d'une langue qui ne soit pas post-vernaculaire. J'entends par là qu'elle est productrice de discours en judéo-espagnol pour des judéo-espagnols. L'étude qui a été menée ici se fonde sur 16 pièces de théâtre, sur des conversations privées, bien sûr, et sur 16 pièces de théâtre assez courtes, écrites pour la plupart par des autrices ou par des collectifs, dans le but d'être représentées dans la communauté juive de Turquie. Elles sont presque toutes bilingues, turques et judéo-espagnoles, mais à divers degrés. Dans la plupart d'entre elles, le turc est majoritaire. Et le judéo-espagnol est dans certaines parfois ajouté à la main sur du turc ou réduit à des expressions, des proverbes et des chansons. Donc vous allez faire beaucoup de turc aujourd'hui. Alors je vais commencer par un petit portrait linguistique parce que ce qui a changé, c'est d'abord la sociolinguistique, c'est-à-dire l'environnement social du judéo-espagnol. Le français a complètement disparu. Il était très présent dans la phase précédente et encore dans les années 90, mais là, il a vraiment totalement disparu. L'impact lexical est réduit, les emprunts au français qu'on trouve dans les pièces sont soit ceux du turc, soit ils connotent un snobisme étriqué ou démodé, la génération des vieilles personnes, il est souvent déformé et même mal orthographié, la preuve que même les autrices ne le connaissent plus. L'anglais s'affirme, sans surprise, comme un marqueur de modernité et de réussite sociale. Il prête au turc et au judéo-espagnol. Les emprunts couvrent tous les domaines. Et s'il connote parfois un certain snobisme, il marque aussi l'ouverture de la communauté à sa propre diaspora. Alors ça aussi, c'est une grande nouveauté.
Il y a toute une diaspora judéo-espagnole à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui revient en Turquie pour étudier soit la langue, rarement la langue, en général plus les traditions, la culture judéo-espagnole. Et du coup, le personnage de l'américaine qui vient en Turquie pour interviewer les gens et qui leur casse les pieds parce qu'elle sait parler ni judéo-espagnol, elle baragouine l'espagnol, enfin, c'est une catastrophe, et puis elle harcèle les gens avec son micro, est devenu un personnage récurrent à part entière des pièces de théâtre. Le turc, ah ben évidemment, alors là je vais m'étendre, hein, parce que c'est évidemment le turc qui se taille la part du lion. Je vous l'ai dit, il occupe une grande place dans les pièces de théâtre, sauf une qui est un monologue, assez beau d'ailleurs, très littéraire, qui est assez court, qui fait quelques pages et qui a déjà été publié. Ce qui est nouveau, c'est le jeu en judéo-espagnol, hein, j'entends, sur les différentes prononciations du turc. Dans les pièces, on en a le reflet. Par exemple, les autrices imitent le turc des Grecs, le turc des Arméniens, le turc des Juifs âgés ou ignorants, celui des bonnes d'Anatolie. Donc on a une polyphonie de variétés de turcs dans lesquelles figure le turc dit des Juifs. Nos autrices sont confrontées au turc actuel parfait de la classe moyenne éduquée et de la jeune génération, et elles le donnent à voir. Le turc, exagérément déformé du monologue Edirne Bülbül Sefası, qui malgré son nom turc est entièrement judéo-espagnol, connote à la fois le passé et une femme du peuple peu instruite de l'ancienne génération. Mais c'est le seul texte entièrement donc en judéo-espagnol. Il y a un peu de turc des Juifs qui caractérise les personnes âgées ou les membres peu éduqués de la génération intermédiaire. Cette génération intermédiaire est bilingue, c'est celle des autrices et des personnages féminins qui sont leurs porte-voix. Elles ont été éduquées en turc et elles maîtrisent l'écart entre le turc des Juifs et le turc des Turcs. Et en plus, elles parlent judéo-espagnol avec leurs ascendants. La génération des enfants ne parle que le turc, elle n'a aucune considération pour le judéo-espagnol et qu'elle ne connaît pas en général, et elle apprend l'anglais. Le cosmopolitisme est assumé. Hein, j'ai parlé de l'américaine judéo-espagnole qui vient étudier les traditions, mais on voit aussi dans Baladan Branxa la Gracia d'Istanbul confronter son destin à celui de sa cousine homonyme, la Grace des États-Unis. C'est l'argument de la pièce. On peut y ajouter la grande-tante qui est partie vivre en France de Nedeolsa Perla, l'ongle d'Argentine dans Romanzo Embalat, la cousine ou l'amie israélienne dans 2 autres pièces. Alors, une nouveauté, l'espagnol d'Espagne, le castillan, fait son apparition, plutôt comme élément comique, source de quiproquos, et c'est nouveau. C'est la langue de l'oncle d'Amérique latine qui a raté sa vie dans Romanzo Embalat. C'est la langue tartignole de l'étudiante américaine qui prétend parler l'espagnol dans Sal y Pimienta. La farce Saliendo d'Espagne achève de ridiculiser l'origine espagnole mythifiée. Dans Baladan Branxa seulement, l'apprentissage de l'espagnol apparaît comme un pis-aller pour Gracia, la grand-mère, mais pour ses petits-enfants, c'est une langue étrangère, n'ayant rien à voir avec le judéo-espagnol. Dans la Manseves et Sunaves, les élèves préfèrent au chant judéo-espagnol la chanson latino-américaine Es la historia de un amor, que toutes les élèves connaissent. Alors que dans Baladan Branxa, Gracia déplore que ses petits-enfants n'aient même pas été fichus d'apprendre une seule chanson du répertoire. Alors, ce qui est clair, c'est la compétence bilingue parfaite des autrices, en turc et en judéo-espagnol. Alors, elle se livre, on la voit, hein, on peut la lire dans les annotations, parce que quelquefois, elles ont trouvé qu'il y avait trop de turc, alors elles ont corrigé
Hein. Vous voyez, elles ont corrigé et les corrections sont... Alors, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas discuter les traductions, mais elles font ça très très vite, ça ne pose aucun problème. Hein. Passer du judéo-espagnol au turc, du turc au judéo-espagnol, ça ne leur pose aucun problème. Il faut savoir que si les judéo-espagnols étaient rompus à l'exercice de passer pour certains, enfin pour les rabbins notamment, d'une langue indo-européenne, enfin romane, à une langue sémitique, l'hébreu, le turc, là vraiment, c'est l'exotisme parfait. Hein. C'est une langue agglutinante qui n'a rien à voir, dont l'ordre des mots n'est pas du tout celui ni de l'hébreu ni des langues romanes, et qui a en plus un arc phonologique qui n'est pas du tout le même. Alors, les retraductions mot à mot sont parfaitement bien faites dans ce petit texte. Vous allez devoir me croire sur parole, à moins que vous soyez turcophone. Alors, le judéo-espagnol dans tout ça, les avis sont partagés. Hein. Le judéo-espagnol est clairement défendu par l'autrice Louise Béard, mais sa pièce est entièrement en turc, à part un tableau ou deux qui se passe en judéo-espagnol et qui représentent la vie passée des quartiers. En général, dans le meilleur des cas, la défense de la culture qu'il porte se limite à la nostalgie de la vie traditionnelle, fantasmée, à la curiosité jugée romantique des étrangers, et à la cuisine et aux chansons qui sont effectivement très présentes. Beaucoup de ces pièces contiennent des chansons qui sont parfois des chansons très connues, parfois des chansons qui ont été spécialement composées pour la pièce. Dans La Kula, pièce qui est très fréquemment représentée en Turquie et dans la diaspora, le judéo-espagnol n'intervient que par l'intermédiaire, pratiquement, des nombreuses chansons qui relient les scènes les unes aux autres. Les pièces qui ne stigmatisent pas le judéo-espagnol s'en servent juste pour caractériser avec plus de réalisme les générations les plus âgées, ou lorsqu'elles mettent en scène des tableaux anciens. Dans ces comédies costumbristas, portant sur les nouveaux riches ou la petite bourgeoisie juive istanbouliote, le judéo-espagnol est donc la langue des vieilles personnes ou celle des gens modestes et peu éduqués. Il fait rire à leurs dépens, ce qui concorde avec l'opinion majoritaire de la communauté juive d'Istanbul, la plupart de ses intellectuels compris. Le monologue Edirne Bülbül Sefası, la seule des pièces de ce corpus à être entièrement judéo-espagnol, je l'ai dit, malgré son titre, est à ce sujet ambigu. Il met en scène une femme du peuple de la communauté aujourd'hui disparue d'Andrinople, qui est une personnage truculente, vaillante, avec une langue riche, imagée, très, on dirait, authentique hein, aujourd'hui. Mais elle est destinée à faire rire à ses dépens, mais ce n'est pas ce qui se passe. La pièce est en effet très nostalgique et on sent l'attachement de l'autrice à la langue et à son héroïne. À l'opposé, la plus offensive des pièces envers le judéo-espagnol, la Manseves et Sunaves, lui règle définitivement son compte. Le judéo-espagnol ne sert qu'à des vieilleries, des bénédictions vieillottes, des proverbes, des recommandations désuètes. La jeunesse le vomit explicitement. Et la professeure, qui caricaturalement essaye de l'enseigner, je précise que c'est une pure fiction, de toutes les langues qu'ont pu parler ou parlent encore les judéo-espagnols d'Orient, seul le judéo-espagnol n'est jamais enseigné. Elle rappelle tristement les institutrices et les méthodes de l'Alliance israélite universelle, qui sont charmantes mais datées, et le judéo-espagnol est, comme le français, une langue démodée qui ne sert à rien, un objet de dérision. Alors, je passerai vite sur l'alternance codique en turc, turc judéo-espagnol. Je vous ai dit que ce n'était pas véritablement une promenade de santé que de passer d'une langue à l'autre. Il est très difficile de passer de l'une à l'autre et vice-versa dans une même phrase en raison de la contradiction dans l'ordre des mots. J'ai expliqué ailleurs comment l'ordre des mots verbe, sujet, objet en judéo-espagnol, utile dans les alternances avec le français, avait été relativement abandonné au bénéfice d'un ordre préférentiel verbe, sujet,
objet, qui est un ordre qui est celui des langues sémitiques, donc de l'hébreu, en partie celui de l'espagnol, et parce qu'il permet de passer beaucoup plus facilement du judéo-espagnol, de l'ordre du judéo-espagnol à l'ordre du turc. Alors c'est très facile, vous allez suivre mon truc, il suffit de mettre le verbe au début et à la fin. Era una subida en balat, era. Alors, era una subida en balat, vous êtes en judéo-espagnol, en verbe, sujet-objet, et puis una subida en balat, era, vous êtes dans l'ordre du turc. Et donc, hop, vous pouvez passer. Nous verrons dans cet exposé qu'ils ont trouvé que ça ne suffisait pas, et donc ils ont trouvé d'autres systèmes, dont des mots pivots, comme bilé. Dans Nedeol Saperla, année, la grand-mère dit « Neoyo de vaca bilé da küçüktür ». Même le cerveau des vaches est plus petit. Et dans Saliendo d'Espagne, si soy yo colsun. Una vez y buena. S'il a disparu, qu'il disparaisse, une bonne fois pour toutes. Alors, vous avez dans les emprunts au turc, les emprunts, oui, enfin bon, vous en avez au tableau, vous en avez un qui est magnifique, un crème de la crème di bizimbalat, moi ça j'avoue que c'est un sommet. Les judéo-espagnols adorent les combines comme ça. O gevirler, riquignonesler, balattao tururdu, ya, trapos no había. Voilà. Alors, après ça, et après les alternances codiques que vous pouvez voir ici encore, mais je vais passer vite parce que sinon je n'aurai pas le temps, on a des emprunts. Alors, les emprunts, ce n'est pas une histoire nouvelle, hein. Déjà, en 1904, Abraham Danone, dans un article de la Revue des études juives, recense des listes entières d'emprunts aux Turcs et de leur adaptation, de leur intégration au judéo-espagnol. Alors, miracle, aucun d'entre eux n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, les emprunts ont parfois vocation à être remplacés systématiquement par de nouveaux emprunts. On a affaire à des bilingues, hein. Ils ont intégré le français sans aucun problème. Ils intègrent l'hébreu, notamment par l'intermédiaire des langues calques, de la langue calque biblique, y compris en syntaxe. Aucun problème pour l'attribution des genres, aucun problème pour l'attribution des pluriels et des marques morphologiques du nom, des marques verbales. Enfin, ce sont des virtuoses du bricolage linguistique. Alors, dans ces emprunts, donc, même les proverbes sont concernés. Alors, ils vont s'amuser à mettre du turc dans des proverbes bien connus. Dos desnudos yaquishean al hammam. Le proverbe judéo-espagnol étant dos culos desnudos son buenos para el baño. On trouve des quantités. Alors, l'accumulation a même un rôle stylistique, d'une certaine façon. Vous avez dans Convite, el daqui, 3 veces, ya la chafte yo la raba, y las paras, que paga el baba. Alors là, il y a en plus le goût de l'accentuation sur la dernière syllabe que donne le A final accentué, qui est un des apports et de l'hébreu, et des emprunts à l'hébreu et des emprunts au turc. Alors ça, ils s'en donnent un cœur joie avec cela. Littéralement, vous avez la traduction ici. L'intégration donc morphologique des emprunts ne pose pas de problème. Le pluriel, bril, briles, même sur, qui vient de rentrer. Alors, qu'il y a secreto, hein, sur c'est secreto, en judéo-espagnol, qui est très très employé, mais sur ça fait mieux. Estos sures, c'est pas très facile. No es para bueno. Et là, vous voyez qu'ils tiennent à maintenir, hein, parce que c'est dans la graphie que je le vois,
ils tiennent à maintenir le i sans point et la graphie parfaite et la prononciation parfaite du turc, alors que le e ne fait pas partie de l'arc phonétique du judéo-espagnol et que tous les emprunts précédemment étaient intégrés avec ce e qui devenait un ou un i. Là, plus aucun problème, el climat, yatesav el climat, etc. Pour l'attribution du genre, alors on a des choses un peu folkloriques, mais il y a des règles auxquelles ils sont rompus. Dès que ça finit par un A, c'est féminin. Un A ou un E, en principe, c'est féminin. Dès que ça finit par un O, c'est masculin. Mais après, il reste tout le reste. Alors, vous avez là, ici, Traviel Fish. Et là, vous avez même des bagarres linguistiques à l'intérieur de la famille. Non seulement ils se disputent, mais sa femme lui dit « De que travates la fiche ?» C'est moi qui ai tiré la prise. Alors, cantonico, il y a ces maisons d'ert avant d'utiliser problème et question qui... il faut je change, oui. Voilà. Il y a ces maisons d'ert, c'était problème ou question avant, qui sont des mots français qui sont dans le turc également, hein. Bir problemim var, on dit tous les jours. Bon, mais ça pose pas de... Là, ici, ils ont voulu changer un dert. Saliendo de España, tenemos el dert de Candelas. Dans Cantonico, ¿cuál es el hazırlık? Hein? Ça, il faut le faire. Que va hacer? Et on a el market, la chali, les haricots verts, la frigidaire, bon, tout le monde connaît la marque. La féminisation, ça pose pas de problème. Esta Sarailia, esta Kibarica. Et vous avez me dicho, vos decide saber que en cada Rosh Hashanah que troques los perdes y los manteles y una bananaïka que arrache. Hein, vous voyez? Alors vous avez là le choix entre l'hébreu et le turc. Je mets le truc suivant. Les emprunts anciens évoluent également. On va les corriger quelquefois. Soit ils sont prononcés... ceux qui sont très anciens et prononcés à l'ancienne vont avoir tendance à évoluer comme des mots judéo-espagnols. Soit ils sont changés et prononcés comme ils le seraient en turc actuellement. Bon. Par contre, vous avez aussi des emprunts établis depuis longtemps. Hanoum n'avait pas de féminin. Enfin, que j'ai recensé, hein, peut-être, je n'ai pas tout lu ni tout vu non plus. Hein. Mais le terme affectueux, la hanoum, qui veut dire la dame, la chérie, qui désigne la fille souvent, prend aujourd'hui une marque de féminin. On dit anoche la hanouma vino a las 3 de la de mañana. Dans Saliendo de España, une femme dit Hanoumas, querés jugar? Mesdames, voulez-vous jouer aux cartes? Et Vicky dit si hay una barchivana, mos curtuleamos. Alors ça c'est intéressant parce que dans comment il s'appelle, dans Abraham Danone en 1904, on a barchivandje qui est une adjonction du dje qui veut dire spécialiste de ou versédent. Et là, on n'a plus le dji qui était accolé sans raison par les judéo-espagnols. Et on pouvait avoir una barchivandia. Mais là, maintenant, on a enlevé le dji et on dit una barchivana. Pas de problème. Après, les judéo-espagnols remarquent la façon. Il y a une locutrice qui se plaint. Elle dit « Ah, mais maintenant, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Hein. Elle va pour no, elle va pour, c'est ce qu'on dit. Ah non, ça se qu'on dit. Ça l'énerve un peu. » On voit aussi des emprunts qui étaient compliqués. No caristeres defteres viejos. Bon, ça, c'est du judéo-espagnol pur et dur. Hein. Le turc tefter anciennement, qui est attesté sous la forme tefter par Abraham Danone, était passé à defter, comme d'ailleurs en turc moderne. Et après, vous voyez, le turc, c'est quand même, j'ai essayé de vous le détailler là ou à plusieurs endroits, karıştırmak. Ici, vous avez deux formants, hein. Un formant réfléchi et un formant factitif.
Alors, ça donnait kariştear, kariştrear, karişterear. Et maintenant, on arrive à karişterar. D'accord? Tu es sur une eyas, tu périclites, sur une mec, sur une eyar. Le réfléchi prouve qu'ils sont toujours très sensibles à la valeur grammaticale, réfléchie, factitive, réfléchie passive, déformant du turc. Même les générations âgées, hein, dont on dit qu'elles parlent « Ouh là là, mais j'ai même pas fait la moitié hein. !» Bon, mais très bien, hein, on s'arrêtera là où on veut. Hein. Attendez, je vais aller essayer de trouver des trucs plus marrants. Les emprunts, bon, ça, on va laisser. De l'emprunt au calque. Ah oui, moi, j'aimais bien. Vous avez des verbes qui sont là depuis très longtemps, mais qui deviennent... Alors, les judéo-espagnols utilisent aussi beaucoup le calque sémantique. Hein, c'est-à-dire qu'ils traduisent le judéo-espagnol mot à mot. Bon, ils ont l'habitude avec l'hébreu, hein, et ben, ils font la même chose avec le turc. Et alors, ça nous donne des images. Mais attention, ça n'est pas fait de manière anarchique. Il n'y a jamais rien dans les emprunts et dans les calques qui sont faits qui contredisent la logique de la langue. C'est un processus parfaitement dominé. Même s'il est très grand et très élargi à l'heure actuelle, et si le turc est en plein dans la compétition pour fournir du vocabulaire, du sens et même de la syntaxe, on ne prend que ce qui ne détruit pas l'architecture de la langue telle qu'on se la représente. Alors, il y a ici toutes sortes de métaphores autour de l'œil. Mais il faut savoir que l'œil en judéo-espagnol fournit, vous savez bien qu'il fournit le calque de lever les yeux sur, qui est un calque biblique, qui veut dire désirer, tu ne lèveras pas les yeux sur la femme de ton prochain. Il y a énormément de choses autour de l'œil, de l'ainara, le mauvais œil. Meter ojo est une métaphore parfaitement judéo-espagnole, c'est jeter le mauvais œil, et c'est extrêmement grave. Et là, vous allez avoir énormément de métaphores autour de l'œil. Vous aurez aussi, ici vous avez un exemple, avrir, le verbe avrirse. Avrir, c'est s'ouvrir, qui va traduire le turc açilearse, qui existait déjà comme emprunt ancien. Et notamment dans une expression qui s'appelle, que l'on dit açildi la paparuna. Il s'est ouvert le coquelicot pour une jeune fille qui s'est un peu délurée. Et vous le voyez ici en œuvre, mais me lo está abriendo como la paparuna. Donc, les verbes judéo-espagnols gagnent de nouveaux champs sémantiques complémentaires et parfois, alors ça c'est déjà plus compliqué, des constructions. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer ici visiblement, mais alors vous avez des calques sémantiques, les voilà avec ojo. C'est batea al ojo. Ça te pique l'œil. Hein. Ce que je dis, moi, ça te pique l'œil. Ça, c'est dans une dispute conjugale. Moi, ce que je dis, ça te pique toujours l'œil. Bon, en fait, vous avez une diversification d'une même expression turque, göz e, avec le directionnel batmak, mais ça va donner deux verbes judéo-espagnols, mais te batea el ojo, qui est un verbe turc, et damos enojo, on attire l'attention. Hein, et c'est négatif. D'accord? Je veux dire au revoir. En une minute, ça fait au revoir. Hein. Alors, vous en avez d'autres. C'était très rigolo. Mais qu'est-ce que je pourrais vous trouver de rigolo pour finir, hein? Ah oui, vous avez, alors, la stylistique des calques est très jolie. Vous avez un qui marche très très bien. Je l'ai trouvé dans presque toutes les pièces et beaucoup à l'oral. Ijaes, Ijoes, Noisbelli. Hein, c'est une structure turque. Une fille, c'est une fille, c'est un garçon, c'est quoi? C'est quoi, hein?
Alors, pour ceux qui trouveraient qu'ils ne sont pas politiquement corrects, ce n'est pas juste parce que ça connote la façon de parler d'une dame un petit peu traditionnelle, un peu bébête, qui est une mère de famille, qui couche son fils, qui dit des sottises, qui s'évanouit toutes les 3 minutes. Alors, oui, bon, les calques syntaxiques, on va laisser tomber. Voilà, voilà. Le judéo-espagnol dans le turc, c'est assez rigolo. Je voudrais que vous regardiez Anne, parce que le judéo-espagnol rentre aussi dans le turc, dans les pièces. Hein. Anne, başlama no se yalara. Alors, la mère dit sans arrêt, no se yake, pourvu qu'il ne soit pas, parce qu'elle a la trouille de tout. Et là, les no se yalara, hein, ça devient une expression substantivée qui se met au pluriel et qui prend le cas du turc. Hein, en plus, pour tout arranger, le turc est une langue à cas. D'accord ? Et là, il y en a un qui dit Tabijamin koskue gronun arkadaşısın. Alors, vous avez, les dor et dora, vous avez aussi des développements internes. Hein. Faudrait pas croire que tous les changements et toutes les innovations qui se produisent à l'heure actuelle en judéo-espagnol sont uniquement dus au turc. Il y a aussi énormément d'évolutions internes. Et notamment une progression aussi des formes verbales qui vont vers plus de régularisation des paradigmes. On aimerait bien que le français fasse pareil. Vous avez aussi une chose assez marrante qui concerne le cycle du futur proche. Le futur proche du judéo-espagnol est en train de redevenir un formant de futur synthétique, c'est-à-dire qu'il renoue avec un cycle périodique. Alors, tout cela me fait dire que si on n'embêtait pas, alors je dis au revoir, hein, d'accord. Alors, je dis au revoir. Il restait que 12 diapositives. Si on laissait le judéo-espagnol tranquille, et s'il avait... si Dieu lui prêtait vie à sa communauté et à ses locuteurs, eh bien, il continuerait, toujours comme il le fait, son petit bonhomme de chemin, prenant de ci, prenant de là, adaptant ceci, adaptant cela, en tirant des effets parfois comiques, mais alors véritablement désopilants, hein. Il y a un jeu, il y a une, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a un moment en turc, il y en a un qui dit, non, ce n'est pas une phrase en turc, il dit, il dit, si me affita una cosa a mí, estos 5 rollos de yernos, ni una copa de agua no nos dan. Si nous arrive quelque chose, c'est littéralement sans manger, c'est fils de sans manger de gendre, ils ne nous donneront même pas un verre d'eau. Alors, vous voyez à quelle virtuosité on arrive, parce que c'est quand même très très compliqué à faire. Et on a là où c'est quand même très spectaculaire, c'est l'influence du turc sur la syntaxe du complément de nom, hein, avec des trucs. Je vais vous donner juste, parce que j'en ai parlé ailleurs, une dame judéo-espagnole à Paris, parce qu'il y a aussi un Français de Turquie, hein, il faut savoir. Et en Français de Turquie, la dame dit... Victor, on s'énervait parce qu'on ne comprenait jamais qui était Victor, et vous allez voir pourquoi. Elle dit, Victor, le fiancé à mon mari, la sœur. Alors là, le fiancé à mon mari, la sœur, c'est indécryptable par un Français. Hein. C'est le fiancé de la sœur de mon mari, évidemment, mais tout le monde entend le fiancé à mon mari. Hein. Bon. Et pour le coup, on trouve ça très moderne. Il y a comme ça des tas de choses qui se font. Il y a une tendance à mettre le verbe à la fin. Alors, on ne peut pas trop en juger d'après les pièces parce que ça peut être un procédé de focalisation pour dramatiser, pour embrayer le discours. Mais en général, c'est quand même une tendance lourde du judéo-espagnol. Mais il est bien dommage que le judéo-espagnol soit si menacé, parce que bon, on annonce sa mort depuis 1890, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on y est, hein, parce que les jeunes générations s'en désintéressent complètement.
du moins pour ce qui est de la communauté judéo-espagnole de Turquie, à part une ou deux personnes qui, d'ailleurs, ne l'ont pas appris en famille, mais sont allées l'apprendre avec des manuels, dans des universités, etc., y compris à Paris. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des inquiétudes peut-être? Ici, j'ai une question à la deuxième rang. Deuxième rang, madame. The first is actually one note, not so much a commentary, not a question, because I was very much surprised about what amount of these Turkisms one can see in Greek. Because you can see kusuri, you can see karshi, derti, defteri, arba, araba. You know, each and every of those slides, I can find the words which were borrowed. So of course, I presume that you know that they are, well, if you say that they're borrowed from Turkish, they are. But the point is, and some of those were actually borrowed in other Balkan languages. So this is some kind of vocabulary which is migrating all around, being very frequent. That was a note. And the question is, in one of the examples, when you see una versi buena, what do the Judeo-Spanish, like once and well, like, do you remember this example? Una vez y buena. Una vez y buena. Because it struck me how much it is absolutely like Greek mniaki kali. Do people think that it is a borrowing from Greek or vice versa, or it is from other source? We have a lot of borrowing from Greek, especially in the older texts. But when the words I borrowed from Greek, they have a special form. That's the case, for example, for kuti, buri. The Turkish is kutu, boru. And we have in Judeo-Spanish. But since 1956, we have no Greek anymore. The generation of my beloved mother-in-law, in Gan Eden este su alma, knew Greek. All old persons in Istanbul knew a sufficient Greek to speak with the tailor, with the les voisins, the neighbors. But now we have not. And for the special case of una vez y buena, it does exist in Spanish. So it's probably borrowed from Spanish into Greek. De una vez? De una vez. Ah, De una but vez. de una vez. But it is something to dig. Il y a des autres questions ou commentaires? Non? Ouais, je voudrais, si vous me permettez, seulement un commentaire que c'est vraiment intéressant, ce que Marie-Christine a démontré aujourd'hui, le changement d'attitude concernant le judéo-espagnol au début du XXe siècle par rapport au français, qui à ce moment était la langue de prestige, la langue de la culture, et tout le monde voulait parler français, etc., etc. Et après la Seconde Guerre mondiale, à la deuxième moitié du XXe siècle, cette attitude change. Ouais. Maintenant, français, c'est le signe de snobisme. Ce n'est pas plutôt un signe de la culture haute, des personnes très formées, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement, bien sûr, comme conséquence de la situation après la Shoah et la situation des judéo-espagnols aujourd'hui, comme une langue menacée. C'est ça. Dans les années 90, déjà, et même avant, on met les filles dans les écoles françaises
parce que ça augmentait un petit peu leur valeur matrimoniale, parce que c'est une langue polie. C'est comme le ballet et la peinture, ou la couture, ou la broderie. C'est très joli pour les filles. Voilà. Les garçons, ils faisaient de l'anglais et du turc. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Giacomo Corazzol et Jelko Jovanovic. Giacomo Corazzol a travaillé à l'IRHT et maintenant travaille à l'Université de Padua. Il se concentre sur l'histoire des Juifs en Crète. Et Jelko Jovanovic est maître en conférence à INALCO, et se spécialisant sur le judo-espagnol. Et donc, leur présentation s'appelle The Forms of Hope, a text on Beta Israel in Hebrew, 15th century, and its translation into Ladino, 18th century. Merci beaucoup, Carlos. Et le texte original hébreu à la base de la traduction en ladino que Jelko va analyser fut publié par Isaac ben Abraham à Akris dans la deuxième moitié des années 70 du XVIe siècle à Constantinople. Les fils d'exilés de Séfarade installés à Salonique, dans sa jeunesse, Akris se rend au Caire, où il sert comme précepteur des enfants de Rabbi David ibn Zimra. Chez Radbaz, Isaac développe une grande passion pour les livres, dont il fait amas en les copiant et en payant des copistes pour qu'ils les copient pour lui. En 1553, au départ de Radbaz pour Jérusalem, Isaac décide de quitter le Caire lui aussi pour se rendre à Constantinople, où il arrive vraisemblablement pendant l'été 1554, après avoir risqué de perdre tous ses livres à Candie, où les autorités vénitiennes sont en train d'appliquer les ordres émanés par les doges concernant la destruction du Talmud. Le voyage d'Akris ne s'arrête pas ici, parce qu'au début des années 60, il retourne en Égypte. C'est pendant ce voyage qu'il apprend d'un vieux Turc de l'existence d'un royaume juif sur les hauts plateaux de l'Éthiopie. À son retour de Constantinople, Isaac perd une grande partie de ses livres dans l'incendie qui détruit la ville dans la nuit du 27 septembre 1569. Il passera les années suivantes à éditer des textes tirés des manuscrits survécus de sa bibliothèque, qui seront imprimés par les frères Salomon et Joseph Yavetz. C'est justement des introductions apposées par Isaac à ses livres qu'on peut tirer ces notices biographiques. Un de ces livres est un recueil de textes de littérature populaire publié dans la deuxième partie des années 70 en 4 fascicules. Il s'agit d'un livre aujourd'hui rarissime. Le seul exemplaire connu, accessible au public, est conservé à la bibliothèque bodléienne d'Oxford et ne contient que les 3 derniers fascicules. Nous ne connaissons le frontispice que par un exemplaire qui, en 1903, s'est trouvé à Amsterdam dans la bibliothèque privée de Zygmunt Seligman, qui en a donné une transcription. Le 4e fascicule se compose en bonne partie d'un recueil de textes concernant les tribus perdues. Dans le frontispice, ce recueil est intitulé Sefer Mevaser Tov, livre donnant de bonnes nouvelles. Il s'agit d'une citation de Isaïe 52:7, c'est-à-dire du chapitre où Isaïe annonce la rédemption de Jérusalem. Dans le texte, l'entête lit Kol Mevaser, je veux dire dans les fascicules. Ce recueil a eu une fortune particulière. Il a été réimprimé plusieurs fois en hébreu et traduit en yiddish et en ladino. L'avant-dernier texte de ce recueil ne porte pas un titre indiquant son contenu, mais seulement un en-tête lisant « Gamze Mevaser », une citation de 2 Samuel 18:26. Cette en-tête est suivie par une courte introduction dans laquelle Akris prend prudemment les distances du témoignage qui suit, dans lequel, il lui semble, se trouvent entremêlés des mots tirés de la lettre du prêtre Jean au pape, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas. Ces textes se doivent à la plume du médecin et philosophe Moïse ben Samuel Ashkenazi, un juif d'Ashkenaz qui, après être émigré vers Séfarade, s'était installé à Candie, la ville principale de la Crète vénitienne. Moïse est mieux connu pour la dispute sur le Gilgoul qu'il engagea en 1466 avec Michael ben Shabbatai Balbo.
Auteur d'un ouvrage astrologique intitulé Urim et Thummim, on trouve mention de Moïse même dans les récits du voyage en Terre Sainte écrit par Menachem de Voltaire, qui débarquait à Candie au mois de septembre 1482, fut soigné par Moïse suite à une chute dans l'eau. Les textes se présentent comme une relation des informations reçues par Moïse le 23 février 1483 d'un esclave musulman nommé Ali concernant l'existence d'un royaume juif situé au-delà du Sabbation, au bord du royaume du prêtre Jean dans l'Abyssinie, c'est-à-dire Chavash en hébreu. Il s'agit donc d'un témoignage autour des Beth Israël ou Falasha. Des premières nouvelles concernant les guerres entre le prêtre Jean et les Beth Israël avaient commencé à circuler en Europe en 1402 et continueront à circuler au cours du siècle. Moïse semble cependant ignorer ces récits. Certes, Moïse n'a pas les scrupules de vérité qu'on rencontre quelques années plus tard dans les lettres de Ovadia de Bertinoro. Certes, son souci d'identifier ce qu'il pensait être les Juifs d'Éthiopie avec les tribus perdues l'amène à insérer dans son récit des inventions et des fausses suppositions. Et certes, Moïse semble plutôt enclin à amuser qu'à informer. Ça n'empêche que Moïse Ashkenazi est le premier à enregistrer des informations concernant certaines coutumes de Beth Israël, comme par exemple la sévérité de leurs règles de purité. Les textes de Moïse présentent une structure assez claire. Moïse commence par présenter sa source, Ali, un esclave musulman capturé par des corsaires catalans, qu'il avait vendu à Rhodes à un chrétien, qu'il avait à son tour revendu un an plus tard à Crète. Ali était un marchand qui, né près de l'Abyssinie, conduisait des commerces entre Salonique, où il achetait du fer, et je cite, la terre des Juifs au-delà du Sabbation, où il avait séjourné 4 fois. Ces renseignements ne sont pas invraisemblables si on considère que Salonique était un centre métallurgique au moins depuis le Xe siècle et que l'Éthiopie était notoirement riche d'or mais pauvre de fer. Par la voix de Ali, Moïse continue par donner une description du pays, de la division politique du royaume du prêtre Jean, c'est-à-dire du négus chrétien, du Sabbation et de son cours intermittent, de la structure politique de la terre des Juifs, dominée par 24 rois juifs, d'un temps particulièrement puissant. Une longue description de son armée, de ses chevaux, de son armement et de la façon par laquelle il protège leur pays des attaques chrétiennes. Suivent des notices concernant le roi nommé Aaron et sa valeur, la reine, la chasteté des femmes du pays, l'abondance des minéraux et des pierres précieuses qui s'y trouvent, la valeur guerrière du fils du roi et les pains typiques de la région. Dans les 4 derniers paragraphes, Moïse se concentre sur certaines péculiarités du judaïsme pratiqué dans ces pays. L'existence dans la capitale du royaume d'une synagogue où un vieillard qui sert des prophètes et d'oracles prie 24 heures sur 24, les ailes religieuses du roi, la sévérité des normes religieuses suivies par ces juifs concernant la pureté et l'impurité, et la fierté avec laquelle les soldats les observent. Ainsi, Ali raconte que si un chrétien touche les vêtements d'un juif, le vêtement est immédiatement brûlé ou, si son propriétaire est pauvre, lavé 7 fois. Si un chrétien ose toucher le roi, comme on lit dans une anecdote concernant le roi Aaron, même si ce n'est pas avec une mauvaise intention, le roi le coupe en deux avec son épée. Ainsi, l'épée elle-même devient impure, ce qui démontre, selon Moïse, que ces Juifs suivent le Talmud de Babylone. De même, les Maasé qui concluent le récit racontent l'histoire d'un Juif capturé qui, tout en étant en danger de mort, refuse tous les dons du prêtre Jean, du fait qu'ils sont contaminés.
Ces épisodes trouvent leur fondement historique dans les lois de séparation des falachas. Mais pourquoi Moïse Ashkenazi insiste là-dessus si longuement? Je pense qu'on peut trouver une explication dans un trait particulier de la vie des Juifs de Candie. C'est le déjà mentionné Meshulam de Voltaire qui nous le donne quand dans sa description de Candie, il écrit, et je cite, « Et afin que vous sachiez à quel point les Grecs chrétiens sont méchants, sachez que quand un Juif va faire ses achats, il ne doit absolument pas poser sa main sur la marchandise ou sur un fruit, car s'il touche quelque chose, après il est forcé de l'acheter au prix qu'on lui demande, quoi qu'il soit. » Fin de la citation. On peut donc suggérer que Moïse est trouvé particulièrement fascinant et attractif pour ses lecteurs de Candie, ces renversements de leur vie de tous les jours, et qu'il l'ait élaboré et mis en avant en tant que préfiguration du temps de la rédemption et de la réinstauration du royaume d'Israël. Et je cède la parole à Jelko. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier à Guy Charette et à Pilar Romeo pour leur aide avec certains mots et expressions en hébreu. Et bien sûr à Giacomo, grâce à qui j'ai appris l'existence de ces textes en judéo-espagnol ou ladino. Donc, comme Giacomo a dit bien, au milieu du XVIIIe siècle, une traduction ladino de la section intitulée École Mevasser est apparue à Salonique. Il s'agit d'une traduction partielle du texte de Moshe Ashkenazi qui a été publié avec d'autres textes qui ne proviennent pas du livre de Moshe Ashkenazi. Le livre a été publié par Raphaël Yehuda Kalai et Mordechai Nechman en 1764-5, avec une petite introduction en hébreu qui précède le texte en judéo-espagnol, qui explique les buts des éditeurs qui voulaient faire une édition de poche pour permettre aux lecteurs d'émener le livre toujours sur eux. Aussi, l'introduction signale que le texte a été apporté par Yosef Afarlangi, que je ne sais pas encore si il était le traducteur aussi. L'introduction dit clairement qu'il apportait le texte, mais pas traduire le texte. Mais c'est probable de penser que peut-être il s'agit du traducteur au judéo-espagnol. Le titre reste le même, donc il n'y a pas de traduction pour Kol Mevasser, afin d'indiquer la nature du texte, pas seulement de ce texte, mais des autres textes qui apparaissent dans le livre et qui traitent de la même question. Alors, ce type de traduction a été vraiment populaire dans le monde séfarade depuis pratiquement l'expulsion des Juifs ibériques en 1492, mais surtout des ouvrages de contenu religieux. C'est-à-dire que pour les faibles niveaux d'hébreu de différentes communautés séfarades de l'Empire ottoman, les rabbins ont décidé de traduire plusieurs textes de contenu religieux pour permettre au grand public d'étudier, d'apprendre eux-mêmes sans dépendre des autorités rabbiniques. On peut citer plusieurs exemples, mais Loez, dans l'introduction, Jacob Huli indique que le but de ses commentaires de la Bible en judéo-espagnol est vraiment pour aider aux communautés séfarades de comprendre, lire et apprendre de la Bible. Mais je voudrais citer un autre exemple, c'est un autre livre sur la loi juive, sur Halakha, qui a été publié à Salonique au XIXe siècle, où les éditeurs, pour cet ouvrage, on ne sait pas aussi qui était le traducteur, parce que toutes les copies conservées maintenant ne contiennent pas la première page avec le titre et probablement avec le nom du traducteur. Mais les éditeurs expliquent en judéo-espagnol la raison pour laquelle ils ont fait la traduction de cet ouvrage qui a été publié à Amsterdam au XVIIe siècle en hébreu
Donc, au XVIIe siècle, a été traduit en espagnol aussi, et au XIXe siècle, en judéo-espagnol. Donc, les éditeurs disent, siendo en este dor, por mancanza de saber meldar, nos entropezamos en muchas cosas, que por esto me determiné a echar este libro en ladino, y su nombre Shulchan Tahor, que trae todo modo de dines en corto. Donc, il y a plusieurs exemples, mais ce n'est pas le cas de Kol Mevaser, parce que Kol Mevaser ne contient pas le contenu religieux. Mais c'est clair qu'il s'agit d'un sujet qui a sert pour amuser. Donc, le divertissement était probablement le but principal de traduire ce texte. Le texte a été imprimé en écriture Rashi avec vocalisation et la traduction a été faite dans un judéo-espagnol vernaculaire. Donc, pour cette brève présentation, je vais me concentrer sur la langue de ce texte parce que le XVIIIe siècle, c'est justement le moment où on peut parler du judéo-espagnol comme une langue, une variété linguistique différente ou séparée de l'espagnol péninsulaire. Il y a plusieurs ouvrages au XVIIIe siècle qui nous a donné une idée comment était le judéo-espagnol au XVIIIe siècle, notamment Meam Loez, mais aussi Coplas de Chaim Yom Tov Magula, Coplas de Yosef de Abraham Toledo, etc., etc. Donc, ce texte rentre dans ce groupe de textes au XVIIIe siècle. Il contient ce qu'on peut définir comme les traits principaux de judéo-espagnol du XVIIIe siècle. Donc, je vais citer quelques traits pour donner un exemple. Par exemple, la F initiale est abandonnée et il devient un phénomène plus généralisé. Donc, le verbe faire, on dit hazer et pas fazer, si bien ce n'est pas par exemple, le dialecte de Salonique ou le dialecte de Saraï encore utilise l'AF initial d'origine latine. Il y a des métathèses, quadradores, au lieu de guardadores. Donc, utilisation systématique d'un son vélaire devant un diphtongue UE, guertelano et pas huertelano. L'utilisation de deux formes concernant la diphtongue dans des mots comme vente, viente, ken, quien tendent à s'esclaircir en faveur de la forme aragonaise sans diphtongue et pour analogie affecte également les verbes. Par exemple, le verbe penser, c'est pensa et pas piensa, ou le verbe querer, ce n'est pas quiere, c'est quere. Dans le domaine de morphologie, on observe la métathèse qui est conservée pour le futur. Donc, le verbe venir ou venir, c'est verna et pas vendra ou vendra. Le participe dito de désir, qui veut dire dire, d'origine aragonaise encore utilisé, par exemple, du texte apparaît plusieurs fois. El rey dito a Jaron, ay a él mujer hermosa. On note une tendance généralisée pour la première personne du singulier du passé simple en I tonique et pas en E tonique, comme en espagnol, pregunti, demandi, etc., etc. Et dans le domaine du vocabulaire, on observe l'entrée de plusieurs empreintes du turc. Par exemple, dans le texte apparaît la phrase « Hacemos de Gish le deshi ». De Gish le deshi, les deux mots d'origine turque. Alors, le texte, c'est vrai qu'il a été imprimé en écriture Rashi. L'écriture Rashi a été créée justement au XVIIIe siècle par les rabbins, basée sur une écriture semi-cursive du XVe siècle. Et la traduction a été faite en judéo-espagnol vernaculaire, mais chaque paragraphe est caractérisé par l'insertion des mots ou d'expressions hébreux. Et ce qui est curieux, que le traducteur ne fait pas beaucoup d'efforts pour les adapter à la nature morphologique et syntaxique du judéo-espagnol. Voyons quelques exemples. Y dijo que era viniendo de sus lugares a Eretz Tograma para Saloniki, y eran mercantes Barzel, Teunim al Hagmalim, hasta las tierras que después de Nar s'abattiont. Parfois, les traducteurs insertent les phrases entières en hébreu sans donner la traduction.
Par exemple, Habesora Shenia, Amar Moshe HaKohen Ashkenazi. Et après de ça, le texte se poursuit en judeo-espagnol. En mi estar en la ciudad de Croto vino un Ishmael y su nombre Ali y era nacido en la tierra de Huila. Bon, mais le texte présente également des traits qui ont été définis par Chaim Vidal-Sevilla comme la langue calque, c'est-à-dire ladino. Donc une langue de caractère liturgique utilisée pour traduire le texte de la Bible. Mais on doit dire que les traductions ladino ne se contentent pas de traduire le texte en hébreu simplement, elle emporte également dans la langue du destin des formes linguistiques de la langue source, laissant la langue séfarade sujette à la déformation qui applique l'adaptation aux structures sémitiques hébraïques. D'un côté, on peut citer du texte quelques mots qui sont rentrés dans le vocabulaire général du judéo-espagnol, comme azer tefila ou baragan, qui sont utilisés dans la langue parlée, mais la plupart des noms en hébreu n'ont pas été intégrés dans le vocabulaire courant. Du point de vue morphologique, on observe la présence du suffixe de terminaison im pour former le pluriel, bien sûr basé en hébreu, qui utilise ce type de suffixe pour former le pluriel des substantifs qui finissent par un. Reglaim, par exemple, dans le texte, mais aussi Chachamim, Talmidim, avec l'existence de deux possibilités de former le pluriel. Une sous l'influence de l'hébreu, Chachamim, Talmidim, et l'autre qui est plus traditionnel, qui vient d'espagnol avec ES. Normalement, ce type de terminaison a été utilisé pour les mots d'origine hébraïque, mais pas forcément. J'ai donné un exemple de refranim avec le sens d'une collection de proverbes qui contient un mot en espagnol, refrain, et la terminaison im en hébreu. On observe aussi le changement de genre de certains substantifs qui proviennent de l'hébreu. C'est le cas de Malut, de El Malut, le reine, qui est féminin en hébreu, mais les traducteurs utilisent le mot en masculin sans faire la contraction entre la préposition de et l'article défini El, del Malut. Non, le traducteur laisse de El Malut. Et une caractéristique vraiment typique de ce qu'on s'appelle ladino, c'est la présence du participe présent apocopé qui, en judéo-espagnol, peut fonctionner comme le présent conjugué de la même manière comme en hébreu. Par exemple, le deuxième exemple, y son muy agudos y cortan como la navaja mucho aguda y no escapa todo el tocán en ella. J'ai trouvé deux exemples de présents d'apocopée qui sans doute viennent de l'hébreu. Et à la fin, je voudrais souligner qu'il y a des mots qui apparaissent beaucoup dans le texte traduit de l'hébreu, qui ne sont pas d'origine hébraïque, comme le mot fonçado, les armées, ou fraguar, le verbe construire, qui sont d'origine espagnole, existent dans la langue espagnole, mais qui sont utilisés plusieurs fois dans les différents textes traduits de l'hébreu en ladino, qui montrent une préférence pour certains mots par part des traducteurs et qui sont passés au vocabulaire général du judéo-espagnol. Par exemple, fonçado, j'ai trouvé ces mots dans une ballade qui est connue comme l'Andarico sur une reine adultère, qui dit à son amant Más te quiero, más te amo que al rey con su fonçado. Je t'aime plus qu'au roi avec son armée. Et fraguar, par exemple, apparaît dans une ballade, probablement une des rares ballades d'origine balkanique, parce que les plusieurs ballades
dont le corpus séfarade est d'origine espagnole, ibérique. Mais il y a une ballade qui s'appelle La Choza del Desesperado. C'est une cabane du désespéré sur une femme qui abandonne, qui quitte la maison pour construire une cabane dans les champs pour s'isoler, etc., pour souffrir. Donc, elle utilise le verbe fraguar. Donc, dans cette brève présentation, j'ai essayé de montrer plusieurs caractéristiques du texte en judéo-espagnol, surtout indiquer que le texte a été traduit au XVIIIe siècle, un moment vraiment important pour l'évolution du judéo-espagnol, que le texte a été imprimé en écriture rachi, qui était une écriture plus ou moins nouvelle pour les judéo-espagnols, que normalement la plupart des textes ont été imprimés ou en rachi ou avec une combinaison entre la lettre carrée pour le titre et le rachi pour le corps du texte. Que le texte a été traduit en langue vernaculaire judéo-espagnole avec parfois des mots d'expression hébreux que le traducteur a conservés sans les adapter au judéo-espagnol. Qu'il y a des éléments qui Vidal Sefira a définis comme ladino. Cependant, je voudrais souligner qu'il me semble évident qu'il ne s'agit pas de deux langues différentes, ladino versus judéo-espagnol, mais plutôt de deux registres d'une même langue. Et la langue présente certains des principaux traités de judéo-espagnol du XVIIIe siècle, époque à laquelle cette variété linguistique s'est distinguée de celle d'Espagne ou d'Amérique latine. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis vraiment désolé, mais je viens d'être informé qu'on n'aurait pas le temps de faire des questions. Mais merci beaucoup pour votre excellente présentation. Et merci aussi à Marie-Christine pour votre excellente présentation.